Ce soir-là, devant la porte de ma propre fille, j'ai compris qu'on pouvait perdre une famille en une seule phrase. Je m'appelle Agnès Allard, j'ai 69 ans. Et ce que je vais vous raconter, je l'ai porté en silence pendant des mois, jusqu'à ce que le silence devienne impossible. C'était le 31 décembre. La nuit était froide, et Paris scintillait sous les guirlandes. J'avais mis ma robe bleu marine, celle que ma fille aimait tant. Dans mon sac, une boîte enveloppée de papier doré, un bracelet en argent pour elle. J'avais même apporté une bouteille de champagne millésimée. Je me tenais devant l'appartement du 6e arrondissement. Mon cœur battait fort. Pas de nervosité, d'anticipation. J'allais revoir ma Camille, ma fille unique, celle que j'avais élevée seule après la mort de son père. J'ai sonné. Et là, avant même qu'on ouvre, j'ai entendu une voix stridente traverser la porte. « N'ouvrez pas, cette femme ne fait pas partie de notre famille. » C'était Sylviane, la belle-mère de Camille, la mère de son mari, Édouard. Le silence qui a suivi était pire que les cris. J'ai attendu, 5 secondes, 10, 20. Puis j'ai entendu des pas, légers, hésitants. La porte s'est entr'ouverte, à peine. Camille était là, mon bébé, mais elle ne me regardait pas. Elle fixait le sol, les joues rouges, les mains tremblantes sur la poignée. Derrière elle, je voyais Sylviane, droite, les bras croisés, le menton levé. Elle me fixait avec ce mélange de mépris et de triomphe que seules certaines femmes savent maîtriser. J'ai murmuré « Camille, ma chérie ». Elle n'a rien dit. Alors j'ai compris. Elle avait choisi. J'ai reculé d'un pas. J'ai posé la boîte dorée devant la porte, sans un mot, sans une larme. Pas encore. Je suis partie. Dans l'ascenseur, j'ai serré mon sac contre moi. Et j'ai repensé à cette photo, celle que je garde toujours dans mon portefeuille. Une photo jaunie. Camille avait 5 ans. Elle me tenait la main. On riait. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai sorti cette photo. Je l'ai posée sur la table de la cuisine. Et je me suis demandé, à quel moment ai-je perdu ma fille? Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été rejeté par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Mais laissez-moi revenir en arrière. Pour que vous compreniez vraiment ce qui s'est passé, il faut que je vous parle de notre histoire, celle de Camille et moi. Quand elle est née, j'avais 26 ans. Son père, Michel, était architecte. Nous habitions un petit appartement près du jardin du Luxembourg. C'était modeste, mais c'était à nous. Je me souviens du parfum de café qui remplissait la cuisine chaque matin. Michel lisait le journal. Camille, dans sa chaise haute, écrasait des morceaux de pain dans ses petites mains. Elle riait. Toujours. C'était une enfant lumineuse. Quand Michel est mort, Camille avait 7 ans, le monde s'est arrêté. Un accident de voiture. Brutal. Définitif. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec une petite fille qui me demandait chaque soir « Maman, quand est-ce que papa revient ?» Je n'avais pas de famille proche, pas de fortune, juste un petit héritage que Michel m'avait laissé, cet appartement du 6e arrondissement, celui-là même où Camille vit aujourd'hui, celui où elle m'a fermé la porte au nez. À l'époque, j'ai tout mis au nom de ma fille, pour qu'elle soit protégée, pour qu'elle ait toujours un toit. C'était ma façon de lui dire « Tu ne seras jamais seule. J'ai travaillé comme secrétaire, puis comptable, puis responsable administrative. Je me levais à 6 heures, je rentrais à 19 heures. Mais chaque soir, je préparais le dîner. Je l'aidais avec ses devoirs. Je la bordais. Les week-ends, on allait se promener au bord de la Seine. On s'asseyait sur les bancs. Elle me parlait de ses rêves. Elle voulait devenir avocate, défendre les gens, faire le bien. Je lui disais « Tu seras brillante, ma chérie. Tu as le cœur de ton père. » Elle me serrait la main. Elle me disait « Mais j'ai ta force, maman. » Ces années-là, malgré la douleur, malgré la fatigue, nous étions ensemble. Camille et moi. Une équipe. Une famille. Quand elle a eu 18 ans, je lui ai offert une chaîne en or avec un petit médaillon. À l'intérieur, j'avais glissé cette photo, celle où elle avait 5 ans, main dans la main avec moi. Elle avait pleuré. Elle m'avait dit « Je ne l'enlèverai jamais, maman, jamais. » Elle l'a portée pendant des années, jusqu'à ce qu'elle rencontre Édouard. Édouard est entré dans notre vie un printemps. Camille avait 28 ans. Elle venait de terminer son master en droit. Elle était rayonnante ce jour-là quand elle me l'a présentée. Nous étions dans un café près de la Sorbonne. Il portait un costume gris impeccable, des chaussures cirées.
Il sentait l'eau de Cologne chère. « Maman, je te présente Édouard. » Il m'a tendu la main, ferme, polie, un peu froide. « Enchantée, Madame Allard. Camille m'a beaucoup parlé de vous. » J'ai souri. J'ai dit les choses qu'on dit. Mais quelque chose en moi s'est figé. Peut-être son regard, trop sûr de lui, trop calculateur, ou peut-être cette façon qu'il avait de couper la parole à Camille, subtilement, comme si ses opinions à elle avaient besoin d'être corrigées. Mais je me suis dit, « Agnès, tu es trop protectrice. Laisse-la vivre. » Les mois ont passé. Camille venait me voir de moins en moins. Au début, c'était normal. Elle était amoureuse. Elle construisait sa vie. Puis un jour, elle est venue déjeuner chez moi, seule. Elle portait une robe que je ne lui connaissais pas. Plus sobre, plus stricte. Elle avait coupé ses cheveux longs, et le médaillon, celui que je lui avais offert, n'était plus autour de son cou. « Tu as perdu ton collier, ma chérie ?» Elle a détourné les yeux. « Non, maman. Édouard trouve que c'est un peu enfantin. Il m'a offert autre chose. » Elle m'a montré un pendentif, moderne, épuré, cher. Mais ce n'était pas le sien. J'ai avalé ma salive. J'ai souri. Il est très beau. Mais quelque chose s'est brisé ce jour-là. Quelque chose de fragile, de sacré. Quelques semaines plus tard, Édouard m'a invité à dîner chez eux. Ils habitaient déjà l'appartement, celui que j'avais mis au nom de Camille. Mon appartement, celui de Michel. Quand je suis arrivée, Sylviane était là, la mère d'Édouard. Grande, mince. Les cheveux tirés en chignon. Une élégance glaciale. Elle m'a salué avec un sourire poli qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « Madame Allard, j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Le ton était doux, mais les mots avaient des arêtes. Pendant le dîner, Sylviane parlait, beaucoup, de son cercle social, de ses amis influents, de l'importance de bien s'entourer. Elle regardait Camille avec une tendresse possessive, comme si elle l'avait adoptée. Et Camille acquiesçait, souriait, se taisait. À un moment, Sylviane s'est tournée vers moi. « Vous savez, Agnès, je peux vous appeler Agnès, n'est-ce pas? Camille a tellement de potentiel. Grâce à Édouard, elle va enfin pouvoir s'épanouir dans le bon milieu. » Le bon milieu, comme si le nôtre n'avait pas suffi. Je n'ai rien dit. J'ai souri. J'ai bu mon vin. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai sorti la photo, celle où Camille me tenait la main, et j'ai pleuré. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les mois qui ont suivi, j'ai essayé de me convaincre que tout allait bien. Camille était heureuse. C'était ce qui comptait. N'est-ce pas? Elle m'appelait moins souvent, une fois par semaine, puis une fois toutes les 2 semaines. Nos conversations devenaient courtes, polies, superficielles. « Ça va, maman? »« Oui, ma chérie. Et toi? »« Très bien. Édouard t'embrasse. Moi aussi. »« Je t'aime. Moi aussi, maman. Je dois y aller. » Et elle raccrochait. Chaque fois, je restais avec le téléphone dans la main, le cœur un peu plus lourd. Mais je me disais, c'est normal. Elle construit sa vie. Tu dois la laisser partir. Un jour, en novembre, je l'ai croisée par hasard rue de Rivoli. Elle sortait d'une boutique de luxe, des sacs à la main. Elle portait un manteau en cachemire beige, des lunettes de soleil malgré le ciel gris. « Camille !» Elle s'est retournée. L'espace d'une seconde, j'ai vu la surprise dans ses yeux, puis quelque chose d'autre, de la gêne peut-être. « Maman, quelle surprise !» Je l'ai serrée dans mes bras. Elle sentait un parfum que je ne connaissais pas, lourd, entêtant. « Tu vas bien, ma chérie? On pourrait déjeuner ensemble, si tu as le temps. » Elle a jeté un coup d'œil à sa montre, une montre que je ne lui avais jamais vue, or et diamant. « J'ai un rendez-vous chez le coiffeur dans 20 minutes. Sylviane m'attend. On se fait faire des mèches ensemble. » Sylviane. Ce prénom revenait de plus en plus souvent dans sa bouche, avec une familiarité qui me brûlait. « Ah, bien sûr. Une autre fois, alors. » Elle a hoché la tête. Elle a souri. Mais ce sourire ne ressemblait plus au sien. « Oui, maman. Une autre fois, je t'appelle. » Elle ne m'a pas appelée. Quelques semaines plus tard, c'était Noël. Camille m'a invitée à déjeuner, chez eux, avec Édouard et Sylviane. J'ai hésité, mais je voulais voir ma fille. Alors j'ai dit oui. J'ai acheté des cadeaux. Pour Camille, un châle en soie qu'elle avait admiré des mois plus tôt. Pour Édouard, une bouteille de cognac. Et pour Sylviane, j'ai choisi une boîte de chocolat fin, élégant, neutre. Quand je suis arrivée, l'appartement était méconnaissable. Tout avait changé.
Les meubles que Michel et moi avions achetés, la table en bois massif, le canapé en velours grenat, la bibliothèque qui sentait encore les livres anciens, tout avait disparu. À la place, du mobilier moderne, froid, minimaliste, blanc et gris, impersonnel. C'est différent, ai-je dit en entrant. Sylviane, assise sur le nouveau canapé, a souri. N'est-ce pas? J'ai aidé Camille à tout refaire. Il fallait moderniser. Cet appartement avait besoin de fraîcheur. Cet appartement, mon appartement, celui que j'avais acheté avec Michel, celui que j'avais donné à ma fille pour qu'elle se sente protégée. Camille évitait mon regard. Elle s'affairait en cuisine. « Viens m'aider, maman », a-t-elle dit doucement. Dans la cuisine, je l'ai regardée couper des légumes. Ses gestes étaient précis, mécaniques. « Tu es sûre que ça va, ma chérie ?» Elle a arrêté de couper. Elle a posé le couteau. Et pendant un instant, un tout petit instant, j'ai vu des larmes briller dans ses yeux. « Oui, maman, tout va bien. » Mais sa voix tremblait. J'ai voulu la prendre dans mes bras. Mais Édouard est entré dans la cuisine. « Camille, ma mère te demande. Pour le vin ?» Elle a essuyé ses mains. Elle a souri. Et elle est partie. Édouard est resté. Il m'a regardé. Et il a dit, calmement, « Vous savez, Agnès, Camille est heureuse avec nous. Elle a trouvé sa place. Il ne faut pas la perturber avec trop de nostalgie. » Nostalgie. Comme si l'amour d'une mère était de la nostalgie. J'ai serré les poings dans mes poches. J'ai souri. J'ai dit, « Bien sûr. » Le déjeuner a été long. Insupportable. Sylviane parlait, toujours, de ses projets, de ses amis, de son fils. Elle racontait des anecdotes sur l'enfance d'Édouard, des souvenirs, comme si elle voulait effacer les miens. À un moment, elle a posé sa main sur celle de Camille et a dit « Tu sais, ma chérie, tu es comme la fille que je n'ai jamais eue. » Camille a rougi. Elle a souri. Et moi, assise en face, j'ai senti mon cœur se briser. Quand je suis partie, j'ai embrassé Camille. Elle m'a serré vite, trop vite. « Joyeux Noël, maman. Joyeux Noël, ma chérie. » Dans l'ascenseur, j'ai pleuré. Et en rentrant chez moi, j'ai ouvert mon portefeuille. J'ai sorti la photo. Camille, 5 ans, main dans la main avec moi. Je l'ai regardée longtemps et j'ai murmuré « Où es-tu, mon bébé? Où es-tu parti ?» Mais je savais déjà la réponse. Elle n'était pas partie. On me l'avait prise. Les semaines ont passé, puis les mois. Je continuais ma vie, mon travail, mes routines, mais quelque chose en moi s'était éteint. Chaque soir, en rentrant chez moi, je regardais mon téléphone. J'espérais un message, un appel. Rien. Je me disais, elle est occupée, elle construit sa vie. C'est normal. Mais le silence pesait, lourd, oppressant. Un soir de mars, j'ai décidé d'agir. Je ne pouvais plus attendre. Je suis allée chez elle, sans prévenir, avec une tarte aux pommes, sa préférée, celle que je lui faisais quand elle était petite. J'ai sonné. Camille a ouvert. Elle portait un tablier. Ses cheveux étaient attachés. Elle avait l'air fatiguée. Quand elle m'a vue, son visage s'est figé. « Maman, qu'est-ce que tu fais là? Pas quelle surprise? Pas entre? Non, qu'est-ce que tu fais là? Je passais dans le quartier. Je t'ai apporté une tarte. » Elle n'a pas bougé. Elle bloquait l'entrée. « Ce n'est pas le bon moment, maman. Sylviane est là. On organise un dîner pour demain soir. Sylviane est là. Bien sûr. Je ne resterai pas longtemps, ma chérie. Juste te donner ça. » J'ai tendu la tarte. Elle l'a prise. Maladroitement. Comme un fardeau. « Merci, maman. C'est gentil. Mais vraiment, je dois y aller. » Derrière elle, j'ai entendu la voix de Sylviane. « Camille? Qui est-ce » Camille a pâli. « C'est ma mère. » Un silence. Puis Sylviane est apparue. Elle portait un chemisier en soie crème. Impeccable. Elle m'a regardé de haut en bas, lentement, avec ce sourire qui n'en était pas un. « Agnès, quelle surprise !» Le mot était empoisonné. « Bonjour, Sylviane. » Je ne voulais pas déranger. Je passais juste voir Camille. « Ah? Eh bien, comme vous voyez, nous sommes très occupés. Nous recevons des amis importants demain. Des relations d'Édouard. Vous comprenez? Vous comprenez. Traduisez. Vous n'êtes pas invité. » J'ai hoché la tête. J'ai souri. « Encore. Toujours. Bien sûr. Je vous laisse. Bonne soirée. » Camille n'a rien dit. Elle a juste baissé les yeux. J'ai tourné les talons. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton.
Et juste avant que les portes se ferment, je me suis retournée. Camille me regardait, debout dans l'embrasure, les yeux brillants, mais elle n'a pas bougé. Les portes se sont refermées. Les semaines suivantes, je n'ai plus essayé. Je me suis dit, si elle a besoin de moi, elle appellera. Mais elle n'a pas appelé. Puis, un matin d'avril, j'ai reçu un message de Camille. « Maman, est-ce que tu peux passer demain après-midi? J'ai besoin de te parler. » Seule. Mon cœur a bondi. Seule. Enfin. J'ai répondu immédiatement. « Oui, ma chérie, bien sûr. À quelle heure? 14 heures. Édouard et Sylviane seront sortis. » Le lendemain, je suis arrivée à l'heure. Exactement. Camille a ouvert la porte. Elle portait un pull trop grand. Pas de maquillage. Elle avait les traits tirés. Elle avait maigri. Maman. Elle s'est jetée dans mes bras. Et elle a pleuré. Longuement. Violemment. Je l'ai serrée contre moi. Je lui ai caressé les cheveux. Comme quand elle était petite. « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. » Elle m'a fait entrer. Nous nous sommes assises dans le salon. Elle tremblait. « Maman, je ne sais pas quoi faire. Raconte-moi. » Elle a pris une grande inspiration. Elle a essuyé ses larmes. Sylviane, elle est partout. Tout le temps. Elle choisit mes vêtements, mes amis, mes sorties. Elle dit que c'est pour mon bien, que je dois apprendre à me tenir dans leur milieu. Elle a craché ses derniers mots. Édouard ne dit rien. Il trouve que sa mère a raison. Il dit que j'étais trop simple, que grâce à elle, je deviens quelqu'un de mieux. Quelqu'un de mieux. Et toi, ma chérie, qu'est-ce que tu ressens? Elle a baissé les yeux. Je me sens disparaître. Ces mots, ces 3 mots, ils m'ont déchiré. Alors pars, reviens à la maison, chez moi. Tu es toujours chez toi. Elle a secoué la tête. Je ne peux pas, maman. Pourquoi? Parce que je l'aime. J'aime Édouard. Et je ne veux pas tout gâcher. Peut-être que j'exagère. Peut-être que c'est moi le problème. Sylviane dit que je suis trop sensible, que je dois apprendre à m'adapter. Sylviane dit, toujours Sylviane. J'ai pris ses mains dans les miennes. Camille, écoute-moi. Tu n'es pas le problème. Tu n'as jamais été le problème. Ce qu'ils te font, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Elle a retiré ses mains, brusquement. Non, maman, tu ne comprends pas. Tu n'as jamais aimé Édouard. Dès le début, tu l'as jugé. Tu es jalouse. Jalouse. Ce mot, comme une gifle. Camille, tu veux me garder pour toi, mais je ne suis plus une enfant. Je dois grandir, m'émanciper. Sylviane me l'a expliqué. Elle dit que tu es possessive. Les mots de Sylviane, sortis de la bouche de ma fille. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Définitivement. Je vois. Je me suis levée. Maman, attends. Non, Camille. Si c'est ce que tu penses, alors je vais partir. Mais sache une chose, je serai toujours là. Toujours. Le jour où tu auras besoin de moi, vraiment besoin, je serai là. Elle pleurait, mais elle ne m'a pas retenue. Je suis partie. Les semaines ont passé. Puis les mois, juin, juillet, août, rien. Pas un appel, pas un message. Puis, fin septembre, j'ai reçu un faire-part. Une enveloppe épaisse, crème, gravée en lettres dorées. Madame Sylviane Mercier et Monsieur Édouard Mercier ont l'honneur de vous inviter au mariage de leur fils avec Mademoiselle Camille Allard. Madame Sylviane Mercier et Monsieur Édouard Mercier. Pas Madame Agnès Allard. Mon nom n'apparaissait nulle part. J'ai relu 3 fois, 4 fois. Puis j'ai pleuré. Pas de colère, pas de rage, juste une immense, une infinie tristesse. Ma fille allait se marier, et je n'existais pas. J'ai ouvert mon portefeuille, j'ai sorti la photo. Camille, 5 ans. Main dans la main, je l'ai posée sur la table, à côté du faire-part, et j'ai compris. Il ne m'avait pas juste éloigné, il m'avait effacé. Le mariage devait avoir lieu le 15 octobre. J'ai longtemps regardé ce faire-part. Je l'ai relu, encore et encore. Devais-je y aller? Camille ne m'avait pas appelé, pas écrit. Mais c'était ma fille, mon unique enfant. Comment pouvais-je manquer son mariage? J'ai acheté une robe, bleu nuit, élégante, sobre. J'ai fait faire un brushing. J'ai acheté un cadeau, un service en porcelaine de Limoges, délicat, précieux. Le matin du 15 octobre, je me suis préparée avec soin. J'ai mis du parfum, celui que Camille aimait quand elle était petite, celui qui sentait la rose et le jasmin. J'ai pris la photo, celle du portefeuille, et je l'ai glissée dans mon sac, pour me donner du courage.
Puis, je suis partie. L'église était magnifique, Saint-Sulpice, immense, majestueuse. Quand je suis arrivée, il y avait déjà du monde. Beaucoup de monde. Des gens élégants, des chapeaux, des costumes sur mesure, des bijoux qui brillaient. Je ne connaissais personne. J'ai cherché une place, à l'arrière, discrètement. Mais une femme, une amie de Sylviane, je suppose, m'a regardée avec curiosité. « Vous êtes… de quel côté ?» J'ai hésité. « Je suis… la mère de la mariée. » Elle a froncé les sourcils. « Ah, étrange. On m'avait dit que… » Elle s'est tue. Elle m'a regardé encore. Puis, elle s'est éloignée. J'ai compris. Sylviane avait raconté quelque chose, sur moi, quelque chose qui me rendait indésirable. J'ai serré mon sac. J'ai inspiré profondément. Tu es là pour Camille, seulement pour elle. La musique a commencé. L'orgue, puissant, solennel. Tout le monde s'est levé. Et Camille est apparue. Elle était belle, si belle. Sa robe était en dentelle ivoire, longue, majestueuse. Ses cheveux étaient relevés en un chignon compliqué. Elle portait un diadème. Mais ce qui m'a brisé le cœur, c'est qu'elle ne souriait pas. Elle avançait, lentement, mécaniquement. Et à son bras, il n'y avait pas de père, pas d'oncle. Il y avait Sylviane. Sylviane, vêtue d'une robe crème ornée de perles, élégante, triomphante. C'était elle qui conduisait Camille à l'hôtel. Elle, pas moi. J'ai senti mes jambes trembler. J'ai dû m'asseoir. Autour de moi, les gens chuchotaient. C'est touchant, n'est-ce pas? Sylviane est comme une mère pour elle. Oui, j'ai entendu dire que la vraie mère était absente. Absente. J'étais là, à 10 mètres, mais j'étais absente. Camille est passée devant moi. Elle regardait droit devant elle. Elle ne m'a pas vue. Ou peut-être qu'elle a choisi de ne pas me voir. J'ai pleuré, silencieusement. Les larmes coulaient sans bruit. La cérémonie a été longue, interminable. Le prêtre a parlé d'amour, de famille, d'union. Édouard et Camille ont échangé leurs vœux, leurs alliances. Ils se sont embrassés. Tout le monde a applaudi. Moi, je suis restée assise, immobile. Puis ils sont sortis, bras dessus, bras dessous, souriants. Sylviane marchait juste derrière eux, comme une reine. Je suis sortie la dernière. La réception avait lieu dans un hôtel particulier du 7e arrondissement. Luxueux, imposant. Je suis entrée, discrètement. Je cherchais Camille, mais partout où j'allais, les gens me regardaient, avec curiosité, avec gêne. Personne ne me parlait. J'ai trouvé ma place. À une table au fond, loin de la table d'honneur. À côté de moi, une vieille dame que je ne connaissais pas. Elle m'a souri poliment. « Vous êtes de la famille ? Je suis la mère de Camille. » Elle a écarquillé les yeux. « Oh, on m'avait dit que… » Encore cette phrase inachevée. « Qu'on vous avait dit quoi ?» Elle a hésité. Puis, avec une sorte de pitié maladroite, elle a murmuré qu'elle avait perdu sa mère très jeune et que Sylviane l'avait pratiquement élevée. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Perdu sa mère. Sylviane avait raconté que j'étais morte, ou pire, que je n'existais pas. J'ai bu mon verre de vin d'un trait, puis un autre. Les discours ont commencé. Le père d'Édouard a parlé, puis Édouard lui-même, puis Sylviane s'est levée. Elle portait un micro, elle souriait, radieuse. Mes chers amis, ma chère famille, ce jour est un jour de joie immense pour moi. Elle a posé sa main sur l'épaule de Camille. Camille est entrée dans ma vie comme un rayon de soleil, une jeune femme perdue, fragile, qui avait besoin d'être guidée. Perdue, fragile. Et aujourd'hui, regardez-la. Elle est devenue une femme accomplie, grâce à l'amour d'Édouard et grâce à notre famille. Notre famille. Elle a levé son verre. À Camille, ma fille de cœur. Tout le monde a applaudi. Tout le monde a levé son verre. Camille souriait, mais ses yeux étaient vides. J'ai regardé autour de moi. Personne ne semblait choqué. Personne ne se demandait où était la vraie mère. Parce que pour eux, elle était là. Sylviane. Moi, j'étais un fantôme. Après le dîner, j'ai essayé d'approcher Camille. Elle était entourée d'invités, de compliments, de rires. Camille, elle s'est retournée. Elle m'a vue. Et pendant une seule seconde, j'ai vu de la panique dans ses yeux. Maman. Mais avant qu'elle puisse dire autre chose, Sylviane est apparue, comme par magie. Agnès, quelle surprise de vous voir ici. Le ton était froid.
acérée. Je suis la mère de la mariée. Où vouliez-vous que je sois? Eh bien, nous pensions que, compte tenu de la situation, vous auriez compris qu'il valait mieux rester discrète. Discrète. Quelle situation? Sylviane m'a regardé droit dans les yeux. Camille ne vous l'a pas dit? Elle préférait que vous ne veniez pas, pour éviter les malaises. J'ai regardé ma fille. Camille était blanche. Elle tremblait. C'est vrai, Camille? Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Sylviane a souri. Un sourire glacial. Vous voyez? Elle ne peut même pas vous le dire en face. Mais c'est la vérité. Vous l'étouffez, Agnès. Vous l'avez toujours étouffée. Elle a besoin d'espace, de liberté. Les mots me transperçaient, un à un. Camille, dis quelque chose. Camille pleurait, silencieusement. Mais elle n'a rien dit. Édouard s'est approché. Il a pris Camille par l'épaule. Je pense qu'il vaut mieux que vous partiez, Agnès. Vous perturbez tout le monde. Vous perturbez. Autour de nous, les gens s'étaient tus. Ils regardaient. Ils écoutaient. J'ai regardé ma fille une dernière fois. Camille, si tu as besoin de moi, n'importe quand, je serai là. Elle a hoché la tête, à peine. Puis, j'ai tourné les talons. J'ai traversé la salle, toute la salle, sous les regards, sous les murmures. Et je suis partie. Dans le taxi qui me ramenait chez moi, j'ai sorti la photo de mon sac. Camille, 5 ans, main dans la main avec moi. Je l'ai regardée longtemps. Puis j'ai murmuré « Je t'ai perdu, mon bébé, je t'ai perdu ». Mais au fond de moi, quelque chose commençait à changer. Ce n'était plus de la tristesse, c'était de la colère, une colère froide, lucide. Parce que cette nuit-là, j'ai compris une chose. Sylviane ne s'était pas contentée de m'éloigner de ma fille. Elle avait volé ma place. Elle avait volé mon histoire. Elle avait volé ma vie. Et je ne pouvais plus rester silencieuse. Les jours qui ont suivi le mariage ont été les plus sombres de ma vie. Je ne dormais plus. Je ne mangeais presque plus. Je restais assise dans mon appartement à regarder cette photo. Camille, à 5 ans. Ma petite fille. Je repensais à tout, à chaque moment, à chaque décision. Avais-je été trop protectrice, trop présente? Était-ce ma faute si elle m'avait abandonnée? Mais non, non. Ce n'était pas moi, c'était eux. Sylviane et Édouard avaient méthodiquement, patiemment, détruit le lien entre ma fille et moi. Ils avaient remplacé mes souvenirs par les leurs, mes mots par les leurs, mon amour par leur contrôle. Et Camille, ma pauvre Camille, elle ne voyait même plus qu'elle était prisonnière. Un matin, 3 semaines après le mariage, j'ai pris une décision. J'allais me battre, pas avec violence, pas avec rage, mais avec la vérité. J'ai commencé par fouiller dans mes affaires, toutes mes affaires, les cartons au fond du placard, les vieilles boîtes, les albums photos. J'ai retrouvé tout ce qui prouvait mon existence dans la vie de Camille, les photos de nous deux, des centaines. Camille bébé dans mes bras, Camille à 3 ans sur mes genoux, Camille à 10 ans en colonie de vacances. Elle m'avait écrit une lettre chaque jour. « Maman, tu me manques, je t'aime fort. » Les bulletins scolaires, tous, avec mes annotations dans la marge. « Bravo, ma chérie, continue comme ça. » Les dessins qu'elle m'avait offerts, celui où elle avait écrit en lettres maladroites « Pour maman, la plus belle du monde. » Les cartes de fête des mères, des dizaines. « Maman, tu es mon héroïne. » Les billets de spectacle scolaire, les diplômes, les photos de nous au jardin du Luxembourg, à la mer, à Noël. Tout. J'ai tout étalé sur la table de la cuisine. Et j'ai pleuré. Parce que cette vie, notre vie, existait. Elle avait existé. On ne pouvait pas l'effacer. Sylviane pouvait mentir. Édouard pouvait manipuler. Mais la vérité était là. Physique, réelle. J'ai décidé de tout numériser, de tout scanner, pour que rien ne se perde. Puis j'ai écrit une lettre, une longue lettre, à Camille. J'ai mis des heures à la rédiger. J'ai recommencé 10 fois, 20 fois. Je voulais qu'elle soit parfaite, ni accusatrice, ni suppliante, juste, vraie. Ma chérie, je t'écris ces mots avec le cœur lourd, mais aussi avec un immense espoir. Je sais que ces derniers mois ont été difficiles, pour toi comme pour moi. Je sais que tu as dû faire des choix, et je respecte ta vie. Je respecte ton mariage, mais je veux que tu saches quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Tu as été aimé. Dès ta naissance, dès ton premier souffle, tu as été aimé d'un amour total, inconditionnel, éternel. Ton père t'aimait.
Il est mort quand tu avais 7 ans, mais avant cela, il te chantait des berceuses, il te portait sur ses épaules, il te lisait des histoires. Et moi, j'ai tout donné pour toi. Pas parce que c'était un sacrifice, mais parce que c'était une joie, ma plus grande joie. Je me suis levée chaque matin pour toi, j'ai travaillé pour toi, j'ai ri avec toi, j'ai pleuré avec toi, j'ai mis cet appartement à ton nom pour que tu sois protégé, pour que tu aies toujours un toit, une sécurité. Je ne te demande rien en retour, je ne te reproche rien, mais je veux que tu saches, si un jour tu te sens perdu, si un jour tu as besoin de retrouver qui tu es vraiment, je serai là, toujours. Je joins à cette lettre des photos, de nous, de notre vie, pour que tu te souviennes, pas pour te faire du mal, juste pour te rappeler. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Je t'aime, ma chérie, depuis toujours, pour toujours. Maman, j'ai imprimé une 20aine de photos, les plus belles, les plus émouvantes. Je les ai glissées dans une enveloppe, avec la lettre. Puis je suis allée poster le tout. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Camille. Mon cœur a bondi. Camille. Sa voix était froide, tremblante, mais froide. Maman, pourquoi tu m'as envoyé ça? Parce que je voulais que tu te souviennes. De nous, de ce qu'on a vécu. Tu essaies de me manipuler. Manipuler. Non, ma chérie. Je veux juste... Sylviane avait raison. Tu ne supportes pas que j'aie ma propre vie. Tu veux me culpabiliser, me faire revenir en arrière. Sylviane avait raison. Ces mots. Encore. Camille, écoute-moi. Ce n'est pas de la manipulation. C'est notre histoire. Notre vraie histoire. Notre histoire? Elle a ri. Un rire amer. Tu veux dire ton histoire, celle que tu t'es racontée pendant des années. Mais moi, j'ai grandi, maman. J'ai évolué. Et tu refuses de l'accepter. Camille, arrête, s'il te plaît. Arrête de m'appeler, arrête de m'écrire. J'ai besoin d'espace. Ma chérie, je t'en supplie. Non. Et elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone dans la main. Sonné. Vide. J'ai rappelé. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Elle n'a pas décroché. Le lendemain, j'ai reçu un message. D'Édouard. Madame Allard, je vous prie de cesser de harceler mon épouse. Si vous continuez, nous serons contraints de prendre des mesures légales. Cordialement. Harceler. Mesures légales. J'ai relu le message. Encore et encore. Comment en étais-je arrivée là? Comment une mère qui aimait sa fille était-elle devenue une harceleuse? Les semaines ont passé. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, sur ma vie, mais je n'y arrivais pas. Je pensais à Camille, jour et nuit. Était-elle heureuse? Était-elle libre? Ou était-elle juste prisonnière? Puis, un jour de novembre, j'ai pris une décision radicale. J'allais chez elle, une dernière fois, pour lui parler, pour la regarder dans les yeux, parce que je devais savoir. Je suis arrivée un après-midi. Il pleuvait, une pluie fine, froide, qui collait aux vêtements. J'ai sonné. Personne n'a répondu. J'ai sonné encore, puis la porte s'est ouverte, brutalement. C'était Édouard. Il ne souriait pas. « Qu'est-ce que vous faites là? Je veux voir ma fille. Elle ne veut pas vous voir. Laissez-la me le dire elle-même. Elle me l'a déjà dit. Partez. » Non. J'ai essayé d'entrer, de le pousser. Doucement. Mais il a bloqué la porte. « Vous n'avez rien à faire ici, Agnès. Cet appartement appartient à ma femme. Et elle ne veut pas de vous ici. Cet appartement appartient à ma femme. Mon appartement. Celui que j'avais acheté avec Michel. Celui que j'avais donné à Camille. Je veux juste lui parler. 5 minutes. Non. Derrière lui, j'ai aperçu Sylviane, assise dans le canapé. Elle buvait du thé, tranquillement. Elle m'a regardée et elle a souri. Un sourire de victoire. « Camille !» j'ai crié. « Camille, s'il te plaît !» Édouard a refermé la porte, violemment. Je suis restée là, sous la pluie, à frapper contre la porte. « Camille, ma chérie, s'il te plaît !» Rien. Puis une voisine est sortie. Elle m'a regardée avec pitié. « Madame, vous devriez partir. C'est ma fille. Elle est là-dedans. Je sais. Mais vous ne pouvez pas rester ici. » J'ai compris. J'ai baissé les bras et je suis partie. Cette nuit-là, dans mon appartement vide, j'ai sorti la photo une dernière fois. Camille, 5 ans, main dans la main. Je l'ai regardée longtemps, très longtemps. Puis j'ai pris une décision.
Je ne pouvais plus me battre. J'avais tout essayé. Les lettres, les appels, les visites, rien. Camille avait fait son choix. Je devais accepter. Je devais lâcher prise, même si ça me tuait. Les mois suivants ont été un brouillard. Je continuais à vivre, mécaniquement, mais je n'étais plus vraiment là. Noël est passé, seul. Le Nouvel An est passé, seul. Puis un jour, fin décembre, presque un an après le mariage, j'ai reçu une invitation. Une enveloppe épaisse, crème, gravée. Vous êtes invité au réveillon du Nouvel An chez Monsieur et Madame Mercier, chez Édouard et Camille. J'ai relu 3 fois. Pourquoi m'invitait-il? Après tout ce temps, après tout ce qui s'était passé, j'ai hésité longtemps. Puis je me suis dit, c'est peut-être un signe, peut-être que Camille veut faire la paix. Alors j'ai dit oui. Le soir du 31 décembre, je me suis préparée avec soin. J'ai mis ma robe bleu marine, celle que Camille aimait. J'ai pris un cadeau, un bracelet en argent pour elle, et une bouteille de champagne. J'ai glissé la photo dans mon sac, pour me donner du courage. Puis je suis partie. Mon cœur battait fort, d'espoir, de peur, de tout. Je suis arrivée devant l'appartement. Mon appartement. J'ai pris une grande inspiration. Puis j'ai sonné. Et là, j'ai entendu cette voix, stridente, haineuse. « N'ouvrez pas, cette femme ne fait pas partie de notre famille. » La porte s'est entr'ouverte. Camille était là, les yeux baissés. Derrière elle, Sylviane, triomphante. Et j'ai compris. Ce n'était pas une invitation. C'était un piège, un dernier coup de poignard, pour me montrer que je n'avais plus ma place, nulle part. J'ai posé le cadeau devant la porte, puis je suis partie, sans un mot, sans une larme. Parce que cette fois, j'avais compris. Je ne pouvais plus me battre pour quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi sous la neige. Paris était silencieux. Les rues brillaient sous les guirlandes. Partout, on entendait des rires, de la musique, des fêtes. Moi, je marchais. Seule, complètement seule. Arrivée dans mon appartement, j'ai enlevé mon manteau. Ma robe bleu marine était trempée, mes chaussures aussi. Je me suis assise à la table de la cuisine. Dans le noir, j'ai sorti la photo de mon sac. Camille, 5 ans, main dans la main avec moi. Et pour la première fois depuis des mois, je ne pleurais pas. Je la regardais, calmement, et je me suis dit, c'est fini. Pas fini comme une défaite, fini comme une libération. J'ai passé la nuit à réfléchir, à tout, à ces dernières années, à Sylviane, à Édouard, à Camille, et surtout à moi. Pendant tout ce temps, j'avais supplié, j'avais pleuré, j'avais essayé de me battre. Mais je m'étais battue contre quoi, exactement? Contre Sylviane? Non. Sylviane n'était qu'une manipulatrice, une femme vide qui volait la vie des autres parce qu'elle n'avait pas de vie à elle. Contre Édouard? Non plus. Édouard n'était qu'un fils soumis, un homme faible qui laissait sa mère dicter sa vie. Contre Camille? Non, jamais. Camille était une victime, comme moi. Mais contrairement à moi, elle ne le voyait pas encore, et je ne pouvais pas la forcer à voir. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Je ne pouvais pas sauver ma fille. Seule elle pouvait se sauver. Mon rôle n'était pas de me battre, ni de supplier, ni de forcer. Mon rôle était d'exister, d'être là, et d'attendre, parce que tôt ou tard, la vérité finit toujours par apparaître. Le lendemain matin, le 1er janvier, je me suis réveillée avec une clarté étrange, un calme. J'ai pris une douche, je me suis habillée, j'ai bu un café, puis j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à chercher. Pas des photos, pas des souvenirs, non. J'ai cherché des informations sur mes droits, sur l'appartement, parce qu'une chose m'était revenue en mémoire pendant la nuit. Cet appartement, celui où vivaient Camille, Édouard et Sylviane, était à mon nom. Légalement, il m'appartenait encore. Quand j'avais mis l'appartement au nom de Camille, j'avais fait une donation. Mais cette donation comportait une clause. Une clause que mon notaire m'avait conseillée à l'époque. Une clause de réserve d'usufruit. Cela signifiait que Camille était propriétaire, oui, mais que j'avais le droit de vivre dans cet appartement, ou de le louer, ou même de récupérer la pleine propriété sous certaines conditions. Je ne m'en étais jamais servi. Je n'y avais même jamais pensé, parce que je faisais confiance à ma fille. Mais aujourd'hui, ma fille n'était plus ma fille.
Aujourd'hui, cet appartement abritait des gens qui m'avaient humiliée, effacée, détruite, et je ne pouvais plus laisser faire. J'ai appelé mon notaire, Maître Blanchard, un homme de 70 ans, précis, rigoureux. Agnès, bonne année. Bonne année, maître. J'ai besoin de vous parler, rapidement. Bien sûr. Quand voulez-vous passer? Aujourd'hui, si c'est possible. Il a hésité. C'est le 1er janvier, Agnès. Je sais, mais c'est important. Il a entendu quelque chose dans ma voix. D'accord. Venez à 15 heures. Cet après-midi-là, je suis allé dans son cabinet, rue de Rivoli. Maître Blanchard m'a reçu dans son bureau. Chaleureux, boiserie, livres partout. Alors, Agnès, que se passe-t-il? Je lui ai tout raconté. Sylviane, Édouard, Camille, le mariage, l'humiliation, le réveillon. Il m'a écouté sans m'interrompre. Puis il a soupiré. Je suis désolée, Agnès. Vraiment. Merci. Mais je ne suis pas venue pour de la compassion. Je suis venue pour savoir ce que je peux faire, légalement. Il a hoché la tête. Vous voulez parler de l'appartement? Oui. Il a ouvert un dossier. Épais. Il a cherché quelques minutes, puis il a trouvé. Voilà, la donation avec réserve d'usufruit. Signée il y a 22 ans. Il a lu en silence. Puis il a levé les yeux vers moi. Agnès, vous avez plusieurs options. Lesquelles? Premièrement, vous pouvez réclamer votre droit d'usufruit. Cela signifierait que votre fille resterait propriétaire, mais que vous pourriez vivre dans l'appartement ou en percevoir les loyers. Et deuxièmement, vous pouvez demander la révocation de la donation. Je l'ai regardé. C'est possible? Oui, sous certaines conditions. L'une d'elles est l'ingratitude manifeste du donataire. Si votre fille vous a gravement manqué de respect, si elle a rompu ses obligations morales envers vous, vous pouvez demander au tribunal de révoquer la donation. Ingratitude manifeste. Ces mots résonnaient. Qu'est-ce que cela impliquerait? Que vous récupéreriez la pleine propriété de l'appartement. Votre fille et son mari devraient partir. J'ai fermé les yeux. Était-ce ce que je voulais? Punir ma fille? Non, ce n'était pas elle que je voulais punir. C'était eux, Sylviane et Édouard. Mais je ne pouvais pas atteindre l'un sans toucher l'autre. Maître, si je fais ça, Camille me détestera. Il m'a regardé avec douceur. Agnès, elle vous déteste déjà. Ou plutôt, elle croit vous détester. Parce qu'on lui a appris à vous détester. Alors pourquoi? Parce que parfois, il faut accepter d'être détesté pour faire ce qui est juste. Ces mots m'ont percuté. Faire ce qui est juste. Et vous pensez que c'est juste? Je pense que vous avez été spolié. Pas seulement de votre appartement, mais de votre fille, de votre dignité, de votre histoire, et je pense que vous avez le droit de reprendre ce qui vous appartient. J'ai respiré profondément. Combien de temps cela prendrait-il? Quelques mois, peut-être 6, peut-être plus. Il faudra rassembler des preuves de l'ingratitude, les témoignages, les messages, les refus de vous voir, tout. J'ai tout. Il a souri tristement. Alors nous avons un dossier solide. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec une sensation étrange. Pas de la joie, pas de la vengeance, juste de la paix. Pour la première fois depuis des années, j'agissais. Je reprenais le contrôle. Pas pour détruire, mais pour rétablir la vérité. Parce que cet appartement, ce n'était pas qu'un bien immobilier. C'était ma vie, c'était Michel, c'était notre histoire. Et Sylviane y vivait, triomphante, comme si elle avait gagné. Mais elle n'avait pas gagné, elle avait juste volé. Et les voleuses finissent toujours par payer. Les semaines ont passé. J'ai rassemblé tout ce qu'il fallait. Les messages d'Édouard me menaçant de poursuite, les témoignages de voisins qui m'avaient vu pleurer devant la porte, les faire-part où mon nom n'apparaissait pas, les photos du mariage où Sylviane conduisait Camille à l'hôtel. Tout. Maître Blanchard a monté le dossier. Méthodiquement, précisément. Et en mars, il a déposé la demande de révocation auprès du tribunal. Quand Camille a reçu la convocation, elle m'a appelé. Pour la première fois depuis des mois. Sa voix tremblait. De colère, de peur. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Tu veux nous jeter dehors? Nous mettre à la rue? Non, Camille, je veux récupérer ce qui m'appartient. Cet appartement est à moi. Cet appartement était un cadeau, basé sur l'amour, sur la confiance. Tu as brisé cette confiance. Comment oses-tu? Comment j'ose? Camille, tu m'as fermé la porte au nez, tu m'as effacé de ta vie, tu m'as humilié devant des dizaines de personnes.
Et tu me demandes comment j'ose ?» Elle pleurait. « Maman, s'il te plaît, je suis désolée, ma chérie, mais c'est trop tard. Tu es cruelle, cruelle. Non, je suis juste fatiguée d'être invisible. » Et j'ai raccroché. Les mois suivants ont été difficiles. Le procès avançait. Les audiences se succédaient. Camille ne me parlait plus. Édouard envoyait des lettres d'avocat, menaçantes, agressives. Sylviane, elle, gardait le silence. Mais je savais qu'elle était là, derrière, à tirer les ficelles. Puis un jour, en juin, le tribunal a rendu son verdict. La donation était révoquée. L'appartement me revenait. Camille, Édouard et Sylviane avaient 15 jours pour quitter les lieux. Quand j'ai reçu la décision, je me suis assise à ma table de cuisine. J'ai sorti la photo. Camille a 5 ans. Et j'ai pleuré. Pas de joie, pas de victoire, mais de tristesse, parce que j'avais gagné un appartement. Mais j'avais perdu ma fille. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini, que la vie avait ses propres règles, et que tôt ou tard, Sylviane et Édouard paieraient, pas par ma main, mais par la leur, parce que les gens qui construisent leur bonheur sur la destruction des autres finissent toujours seuls. Les 15 jours sont passés lentement. Je n'ai pas cherché à les voir, je n'ai pas appelé, je n'ai rien fait, j'ai simplement attendu. Le 15e jour, l'huissier m'a téléphoné. « Madame Allard, c'est fait. Ils sont partis. L'appartement est vide. Vous pouvez venir récupérer les clés. » J'ai remercié. J'ai raccroché. Puis je suis restée assise un long moment. C'est fait. Mon appartement. Celui de Michel. Celui de notre vie. Il m'était revenu. Mais à quel prix? Le lendemain, je suis allée rue de l'Huissier récupérer les clés. Puis je me suis rendue à l'appartement. 6e arrondissement. 6e étage. La porte bleue que je connaissais par cœur. J'ai glissé la clé dans la serrure. Ma main tremblait. J'ai ouvert et je suis entrée. L'appartement était vide, complètement vide. Les meubles modernes, le canapé blanc, les tableaux minimalistes, tout avait disparu. Il ne restait rien, juste les murs, le parquet, les fenêtres. Je suis entrée lentement. Mes pas résonnaient. J'ai traversé le salon, la cuisine, la chambre. Chaque pièce me renvoyait des souvenirs. Ici, Michel lisait le journal le dimanche matin. Là, Camille jouait avec ses poupées. Ici, nous fêtions Noël. Là, elle soufflait ses bougies d'anniversaire. Tout était là, dans les murs, dans l'air. Mais personne ne vivait plus ici. Je me suis assise par terre, dans le salon vide, et j'ai sorti la photo de mon sac. Camille, 5 ans. Je l'ai regardée longuement, puis j'ai murmuré « On est rentrés à la maison, ma chérie ». Les semaines suivantes, j'ai commencé à réaménager l'appartement. Doucement, sans précipitation. J'ai racheté quelques meubles, simples, confortables. J'ai remis des rideaux, des tapis, des photos, pas pour effacer Camille. Non, au contraire, pour lui garder une place. J'ai laissé sa chambre intacte, vide mais prête, au cas où un jour elle reviendrait. Pendant ce temps, je n'avais aucune nouvelle d'elle. Je ne savais pas où elle vivait. Je ne savais pas comment elle allait. Édouard avait changé de numéro. Camille aussi. Ils avaient coupé tous les ponts. Mais je ne cherchais pas à les retrouver. Parce que je savais que la vie ferait son travail. 3 mois ont passé. Un matin de septembre, j'étais dans un café près de Saint-Germain-des-Prés. Je lisais un journal. Et là, j'ai aperçu quelqu'un. Sylviane. Elle était assise à une table, seule. Elle buvait un café. Elle regardait par la fenêtre. Mais ce qui m'a frappé, c'est son apparence. Elle avait vieilli. Beaucoup. Ses cheveux étaient ternes. Son visage était creusé. Elle portait un manteau qui avait l'air usé. Plus rien à voir avec la femme élégante et triomphante que j'avais connue. Elle m'a vue. Nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, j'ai vu de la panique dans ses yeux. Puis de la honte. Elle a détourné les yeux. Rapidement. Et elle est partie, précipitamment, en laissant de l'argent sur la table. Je ne l'ai pas suivie. Je suis restée assise. Et je me suis demandé, que s'est-il passé? Quelques jours plus tard, j'ai eu une réponse. Par hasard, j'étais chez mon médecin, dans la salle d'attente, et j'ai entendu 2 femmes parler. « Tu as entendu, pour Sylviane Mercier ?»« Non, quoi? Apparemment, son fils a divorcé. » Mon cœur s'est arrêté. Divorcé. Vraiment? Pourquoi? Il paraît qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, une femme plus jeune. Il a tout plaqué du jour au lendemain. Sylviane est dévastée. Elle vivait à travers ce couple. Et maintenant? Et la femme?
Comment elle s'appelle déjà? Camille. Elle a apparemment tout perdu. L'appartement, le mari, tout. Elle vit chez des amis, je crois. J'ai fermé les yeux. Camille. Ma pauvre Camille. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Je repensais à tout. Édouard avait divorcé. Il avait abandonné Camille. Comme ça. Du jour au lendemain. Et Sylviane, celle qui avait tout orchestré, qui avait volé ma place, qui avait détruit notre lien, se retrouvait seule, sans son fils, sans sa belle-fille, sans son triomphe. La vie lui avait tout repris. Pas moi. La vie. Les mois ont continué à passer. J'entendais des rumeurs, par-ci, par-là. Sylviane avait perdu ses amis, son cercle social. Les gens avaient compris qui elle était vraiment. Une manipulatrice. Une femme qui vivait à travers les autres parce qu'elle n'avait rien à elle. Elle vivait seule maintenant, dans un petit studio. Elle avait vendu ses bijoux, ses meubles, tout. Édouard, lui, s'était remarié, rapidement, avec une femme de 30 ans. Il ne parlait plus à sa mère. Il l'avait abandonnée, comme il avait abandonné Camille. Et Camille avait disparu. Personne ne savait où elle était. Puis un jour, en décembre, presque 2 ans après le réveillon, j'ai reçu une lettre. Une enveloppe blanche, simple, sans adresse d'expéditeur. J'ai ouvert. À l'intérieur, une seule feuille, écrite à la main. L'écriture de Camille. Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais pas si tu voudras me pardonner. Mais il fallait que je te l'écrive. J'ai mis du temps à comprendre. Beaucoup de temps. Trop de temps. Quand Édouard m'a quitté, j'ai cru que c'était la fin du monde. J'ai tout perdu. L'appartement, le mari, les amis, tout. Et je me suis retrouvée seule. Complètement seule. Pendant des mois, j'ai erré. Je dormais chez des amis. Je travaillais dans un café. Je survivais. Et un jour, j'ai retrouvé quelque chose. Dans une vieille boîte. Le médaillon. Celui que tu m'avais offert quand j'avais 18 ans. Celui avec la photo de nous deux. Main dans la main. Je l'ai ouvert. Et j'ai pleuré. Parce que j'ai compris. J'ai compris ce que j'avais perdu. Ce que j'avais jeté. Toi. Maman. Tu étais là. Depuis toujours. Tu m'as aimé, protégé, soutenu. Et moi, je t'ai abandonné. Pour des gens qui ne m'ont jamais vraiment aimé. Sylviane ne voulait pas une fille. Elle voulait une poupée, un trophée, quelqu'un à contrôler. Édouard ne voulait pas une épouse. Il voulait une image, une façade. Et moi, j'étais tellement aveuglée que je ne voyais rien. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches, tu avais raison, surtout. Et si un jour tu peux me pardonner, si un jour tu veux bien me revoir, je serai là. Je t'aime, maman. Camille. J'ai lu cette lettre 3 fois, 4 fois, 10 fois. Les larmes coulèrent sur mes joues. Puis j'ai pris mon téléphone. Je n'avais plus son numéro, mais j'avais autre chose. L'enveloppe. Elle portait un cachet postal, une ville, Orléans. J'ai appelé les renseignements. J'ai demandé s'il y avait une Camille Allard. Elle avait peut-être repris son nom de jeune fille. Il y en avait une. On m'a donné le numéro. J'ai composé. Ma main tremblait. Ça sonnait. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis une voix. « Allô ? Camille. » Ma voix s'est brisée. « Ma chérie, c'est maman. » Un silence. Long, pesant, puis un sanglot. « Maman. »« Oui, mon bébé. Je suis là. »« Maman. »« Tu as lu ma lettre ? » ?»« Oui, je l'ai lue. Et tu me détestes ? » J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient. « Non, ma chérie. Je ne t'ai jamais détestée. Jamais. Mais j'ai été horrible avec toi. Tu as été perdue. Ce n'est pas la même chose. » Elle pleurait. Fort, violemment. « Maman, est-ce que je peux te voir ? » ?»« Oui, bien sûr. Quand tu veux. »« Maintenant ?» J'ai souri à travers mes larmes. Maintenant. 2 heures plus tard, j'étais à la gare Montparnasse. Le train d'Orléans arrivait. J'attendais, le cœur battant. Les portes se sont ouvertes, et je l'ai vue. Camille. Elle avait maigri. Elle portait un jean, un pull simple, pas de maquillage, les cheveux détachés. Elle ressemblait à ma Camille, ma vraie Camille. Nos regards se sont croisés. Elle a couru vers moi, et elle s'est jetée dans mes bras. Maman, ma chérie, nous avons pleuré. Longtemps. Toutes les deux. Les gens passaient autour de nous. Mais nous ne les voyions pas. Il n'y avait que nous, mère et fille, retrouvés. Ce soir-là, nous sommes rentrés à l'appartement, ensemble.
Camille s'est arrêtée devant la porte bleue. C'est ici? Oui. Elle a hésité. Je ne sais pas si je peux. Tu es chez toi, ma chérie. Tu l'as toujours été. Nous sommes entrés. Camille a regardé autour d'elle. Les meubles, les rideaux, les photos. Puis elle a vu sa chambre. Vide, mais propre, prête. Elle s'est tournée vers moi. Tu l'as gardée pour moi? Toujours. Elle a éclaté en sanglots. Je ne mérite pas. Si, tu mérites tout. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai murmuré « Bienvenue à la maison, mon bébé ». Les semaines suivantes, Camille est restée avec moi. Nous avons parlé, beaucoup, de tout. Elle m'a raconté comment Sylviane l'avait manipulée, comment elle l'avait isolée, comment elle lui avait fait croire que j'étais une mère possessive et toxique. Elle me disait que tu voulais me garder petite, que je devais me détacher de toi pour grandir. Et tu l'as cru. Oui, parce qu'elle était convaincante. Elle avait toujours les bons mots, les bonnes explications, et Édouard répétait tout ce qu'elle disait. Et quand il t'a quittée, Camille a baissé les yeux. Il m'a dit que j'étais ennuyeuse, que j'avais perdu mon charme, que j'étais devenue comme sa mère. Ces mots, cruels, définitifs. Et Sylviane? Quand Édouard l'a abandonnée, elle a essayé de s'accrocher à moi. Elle m'appelait sans arrêt. Elle voulait qu'on reste ensemble, qu'on soit une famille. Et tu as refusé. Oui, parce que j'ai enfin compris. Elle ne m'avait jamais aimée. Elle m'avait utilisée, comme un objet, pour combler son vide. J'ai pris sa main. Tu as été courageuse de partir. Non, j'aurais dû partir avant. J'aurais dû t'écouter. L'important, c'est que tu sois là maintenant. Elle a serré ma main. Maman, est-ce que tu peux me pardonner? Vraiment? Je l'ai regardée. Ma fille, mon bébé. Je t'ai déjà pardonné, ma chérie, le jour où tu es née. Quelques mois plus tard, j'ai croisé Sylviane une dernière fois. C'était dans un supermarché, quartier populaire, loin de ses anciens cercles chics. Elle poussait un caddie, seule. Elle portait un manteau élimé. Ses cheveux gris n'étaient plus coiffés avec soin. Elle m'a vue. Nos regards se sont croisés. J'ai vu tant de choses dans ses yeux. De la honte, du regret, de la colère, mais surtout du vide. Un vide immense. Elle a ouvert la bouche, comme si elle voulait dire quelque chose. Mais aucun mot n'est sorti. Puis elle a baissé les yeux. Et elle est partie. Je l'ai regardée s'éloigner. Et j'ai ressenti de la pitié. Pas de la joie, pas de la vengeance. Juste de la pitié. Parce que Sylviane avait tout perdu. Son fils, sa belle-fille, ses amis, sa vie. Elle avait construit son bonheur sur le malheur des autres. Et la vie, inévitablement, lui avait tout repris. Ce soir-là, en rentrant chez moi, chez nous, j'ai trouvé Camille dans le salon. Elle regardait de vieilles photos, celles que j'avais conservées. Elle souriait. « Regarde, maman. J'avais 5 ans. On était au Luxembourg. Je me suis assise à côté d'elle. Tu te souviens? Oui, tu m'avais acheté un ballon rouge. Et on avait mangé des crêpes. Tu étais tellement heureuse. » Elle a posé sa tête sur mon épaule. Je suis heureuse maintenant aussi. Vraiment heureuse. J'ai embrassé ses cheveux. Moi aussi, ma chérie. Nous sommes restés là, en silence, à regarder ces photos, ces souvenirs, notre vie, notre vraie vie, celle qu'on nous avait volée, mais que nous avions retrouvée. Des années plus tard, j'ai appris que Sylviane était décédée, seule, dans un hospice, sans visite, sans fleurs. Édouard n'était pas venu à son enterrement. Personne n'était venu. Quand Camille me l'a annoncé, elle a murmuré « C'est triste, quand même. » Oui, c'est triste. Tu crois qu'elle a eu des regrets? Je ne sais pas, ma chérie. Mais je sais une chose. Quoi? On récolte toujours ce qu'on sème. Camille a hoché la tête. Puis elle a ajouté, doucement, « Elle m'avait traité de folle quand j'ai voulu te revoir. Elle disait que tu m'avais manipulée, que je faisais une erreur. » J'ai repensé à ce regard vide que j'avais croisé dans le supermarché. Ce regard perdu, seul. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne, ai-je murmuré. Camille a serré ma main. Merci, maman. Pour tout. Non, ma chérie. Merci à toi. D'être revenue? Aujourd'hui, j'ai 69 ans. Camille en a 43. Elle vit toujours avec moi. Dans cet appartement. Notre appartement. Pas parce qu'elle n'a pas le choix. Non. Mais parce qu'elle a choisi d'être là. Elle a reconstruit sa vie. Lentement. Patiemment. Elle a repris ses études de droit. Elle a passé son barreau. Aujourd'hui, elle est avocate. Elle défend les femmes.
Les femmes victimes de violences psychologiques, de manipulation, d'emprise. Ah, c'est ma façon de réparer, m'a-t-elle dit un jour. Tu n'as rien à réparer, ma chérie. Si, maman, pas envers toi, envers moi. Je l'ai regardée, et j'ai compris. Elle avait besoin de transformer sa douleur en quelque chose de beau, de donner un sens à ce qu'elle avait vécu. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Nous avons nos routines maintenant. Le matin, nous prenons le petit déjeuner ensemble. Café et tartines, comme avant, comme quand elle était petite. Le week-end, nous allons nous promener au jardin du Luxembourg. Nous nous asseyons sur les mêmes bancs. Nous regardons les enfants jouer. Parfois, Camille me raconte ses affaires, ses clientes, leurs histoires, des femmes qui ont été manipulées, isolées, effacées, comme elle. Tu sais ce qui me frappe le plus, maman? Quoi, ma chérie? C'est que toutes ces femmes pensent que c'est de leur faute. Elles se sentent coupables, stupides, comme toi. Oui, comme moi. Elle a soupiré. Mais ce n'est jamais de leur faute. Jamais. Les manipulateurs sont des experts. Ils savent exactement quoi dire, quoi faire, comment isoler, comment contrôler. Et toi, tu les aides à voir ça. J'essaie. Parce que si j'avais eu quelqu'un pour me l'expliquer à l'époque, peut-être que j'aurais compris plus tôt. J'ai pris sa main. Tu l'as compris au bon moment, le moment où tu étais prête. Elle a souri. Tu as toujours les bons mots, maman. L'année dernière, nous avons fait quelque chose de spécial. Nous avons organisé une exposition, ici, dans l'appartement. Une exposition de photos, nos photos, celles de notre vie. Camille bébé, Camille enfant, Camille adolescente, Michel et moi, notre mariage, nos premiers pas dans cet appartement, toute notre histoire. Nous avons invité des amis, des collègues de Camille, des voisins, et chacun pouvait voir, cette femme, moi, avait existé. Cette famille avait existé. On ne nous avait pas effacés. Ce jour-là, Camille a fait un discours, court, simple, mais puissant. Pendant longtemps, j'ai cru que mon histoire commençait quand j'ai rencontré Édouard, que ma vraie vie commençait à ce moment-là. Elle a regardé autour d'elle, les photos, les visages. Mais j'avais tort. Mon histoire a commencé ici, dans cet appartement, avec ma mère et mon père. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux brillaient. Maman m'a tout donné. Son amour, son temps, sa vie. Et pendant des années, j'ai oublié. J'ai jeté tout ça. Elle a essuyé une larme. Mais elle n'a jamais oublié. Elle a gardé ses photos, ses souvenirs, cette porte ouverte. Sa voix tremblait. Et aujourd'hui, je suis là. Non pas parce que j'ai tout perdu, mais parce que j'ai retrouvé ce qui comptait vraiment. Elle a levé son verre, à ma mère, à ma vraie famille. Tout le monde a applaudi. Moi, j'ai pleuré. Des larmes de joie, de soulagement, de paix. Parfois, Camille me demande « Maman, tu regrettes d'avoir intenté ce procès, de nous avoir mis dehors ?» Je réfléchis toujours avant de répondre. Non, je ne regrette pas. Même si ça m'a fait mal, même si ça t'a fait mal, parce que c'était le seul moyen de te réveiller. Elle hoche la tête. Tu as raison. Si tu n'avais rien fait, je serais peut-être encore là-bas, prisonnière, sans même le savoir. Ou pire, Édouard t'aurait quitté de toute façon. Mais tu te serais retrouvée seule, sans appartement, sans moi. Oui, elle se tait un instant, puis elle ajoute « Tu sais ce que Sylviane m'a dit à la fin, juste avant qu'on parte ?» Non, elle m'a dit « Tu vas le regretter. Ta mère ne te pardonnera jamais. Elle est rancunière, cruelle. Et tu l'as cru ? Sur le moment, oui. Je pensais que tu allais me rejeter, que tu allais te venger. Mais je ne l'ai pas fait. Non, tu m'as accueilli, tu m'as aimé, comme si rien ne s'était passé. Parce que tu es ma fille, et qu'une mère aime toujours, même quand ça fait mal. Elle pose sa tête sur mon épaule. Je ne serai jamais assez reconnaissante. Tu n'as pas à l'être. C'est comme ça l'amour. Il ne demande rien en retour. Il y a quelques mois, Camille a rencontré quelqu'un. Un homme, doux, respectueux, gentil. Il s'appelle Thomas. Il est professeur de littérature. Il aime les livres, les longues discussions, les promenades. Il ressemble à Michel. Pas physiquement, mais dans son cœur. La première fois qu'il est venu dîner ici, j'ai observé comment il regardait Camille, avec tendresse, avec respect, pas comme un objet, pas comme un trophée, comme une personne. Après le dîner, Camille m'a demandé « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» « Je pense qu'il est bien. » « Juste bien ?» J'ai souri.
Je pense qu'il te regarde comme tu mérites d'être regardé. Elle a rougi. C'est différent avec lui. Il ne cherche pas à me changer. Il m'écoute. Il me respecte. C'est ça, l'amour. Oui, elle a hésité. Puis elle a ajouté « Tu sais, il m'a demandé en mariage. » Mon cœur s'est serré. Pas de peur, d'espoir. Et qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit que j'avais besoin de temps, que je voulais être sûre. C'est sage. Mais je crois que je vais dire oui. J'ai pris sa main. Alors je serai là, à tes côtés. Elle a souri. Je sais, maman, je sais. Le mariage aura lieu au printemps. Ici, à Paris, dans une petite église près du Luxembourg. Ce ne sera pas grandiose. Pas de centaines d'invités. Pas de décorum. Juste nous, la famille, les amis proches. Et cette fois, c'est moi qui conduirai Camille à l'hôtel. Moi, sa mère, celle qu'il a toujours aimée, celle qui sera toujours là. Hier soir, nous étions assises toutes les deux dans le salon. Camille feuilletait un vieil album photo. Elle s'est arrêtée sur une page. « Regarde, maman. » C'était la photo, celle que je gardais dans mon portefeuille pendant toutes ces années. Camille a 5 ans, main dans la main avec moi. Tu la gardais toujours sur toi, n'est-ce pas? Oui, même quand je t'ai rejetée, surtout quand tu m'as rejetée. Elle a touché la photo, doucement. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de me souvenir que tu avais été cette petite fille, que tu m'avais aimée, que ce qu'on avait vécu était réel. Et maintenant, je n'ai plus besoin de la photo, parce que je t'ai, la vraie toi. Elle a fermé l'album, elle m'a regardée. Maman, si mon histoire peut t'aider, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Elle a hoché la tête. Oui, ce que j'ai appris à travers tout cela, que l'amour ne suffit pas toujours, qu'il faut aussi du courage, de la lucidité, de la force, que parfois, aimer quelqu'un, c'est accepter de le perdre, pour qu'il puisse se retrouver, que la manipulation est insidieuse, qu'elle s'installe doucement, qu'elle transforme les victimes en bourreaux d'elles-mêmes, que la justice existe, pas toujours immédiate, pas toujours spectaculaire, mais elle existe. Les gens qui construisent leur vie sur le mensonge finissent toujours seuls. Les gens qui aiment avec égoïsme finissent toujours vides. Et les gens qui donnent sans compter finissent toujours riches. Pas d'argent, pas de biens, mais de ce qui compte vraiment. L'amour, la famille, la paix. Aujourd'hui, quand je regarde Camille, je vois une femme forte, accomplie, libre. Elle a survécu, elle a guéri, elle a grandi. Et moi, je suis fière, pas parce qu'elle m'est revenue, mais parce qu'elle s'est retrouvée. Il y a quelques jours, nous étions au Luxembourg, assises sur notre banc. Une jeune femme s'est approchée. Elle avait l'air perdue, triste. Camille lui a souri. « Vous allez bien ?» La femme a hésité, puis elle a secoué la tête. « Non, pas vraiment. Vous voulez en parler ?» Et là, cette femme s'est assise, et elle a raconté son mari, sa belle-mère, l'isolation, le contrôle, la manipulation. Exactement ce que Camille avait vécu. Camille l'a écoutée, attentivement, avec empathie. Puis elle a dit « Vous n'êtes pas seule, et ce n'est pas de votre faute. » La femme a pleuré. Camille lui a donné sa carte. « Appelez-moi, je suis avocate, je peux vous aider. » La femme l'a remerciée, encore et encore. Puis elle est partie. Camille s'est tournée vers moi. « Tu vois, maman, c'est pour ça que je fais ce métier. Pour ces femmes. Je sais, ma chérie. Et c'est grâce à toi. » « Non, c'est grâce à toi. » Elle a souri. « On forme une bonne équipe, toutes les deux. La meilleure. » Ce soir, en rentrant, j'ai ouvert mon portefeuille. La photo est toujours là. Camille a 5 ans. Mais maintenant, il y en a une autre à côté. Une photo récente, prise le mois dernier. Camille et moi, devant l'appartement, souriante, main dans la main, comme avant, comme toujours. Si vous m'écoutez aujourd'hui, si vous avez suivi mon histoire jusqu'au bout, je veux que vous reteniez une chose. Les tempêtes passent, toujours. Les manipulateurs tombent, toujours. Et l'amour, le vrai amour, celui qui ne demande rien, qui attend patiemment, qui pardonne infiniment, cet amour-là gagne, toujours. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Alors si vous êtes une mère qui a perdu sa fille, si vous êtes une fille qui a perdu sa mère, si vous êtes prisonnière d'une relation toxique, si vous avez l'impression d'avoir tout perdu, sachez ceci, il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux, pour dire non,
pour rentrer à la maison. Moi, Agnès Allard, j'ai 69 ans. J'ai perdu ma fille pendant 3 ans, mais je l'ai retrouvée. Et aujourd'hui, nous vivons la vie que nous méritions depuis toujours. Une vie simple, vraie, pleine d'amour. Et si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.